Bienvenue à tous. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver pour un nouveau panel dans le cadre de cette conférence prestigieuse d'Emerging Valley et surtout au Palais Faro, un cadre magnifique. Et ici, nous allons attaquer une thématique différente de ce qui a été attaqué ce matin. Nous allons parler de sport et d'e-sport plus exactement. Un atout territorial en pleine ascension pour prolonger les partenariats Afrique-Europe depuis Marseille. Alors, pour parler de ces thématiques assez intéressantes, j'ai à côté de moi 4 intervenants spécialistes et experts de ce domaine en particulier. Je vais commencer avec la gente des dames, Madame Pastorino, qui est la conseillère départementale déléguée aux grands événements, au sport de haut niveau, à l'e-sport et aux Jeux olympiques et paralympiques et leur héritage. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation de venir concourir à ce débat avec nous à Emerging Valley. Eh bien, écoutez, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Heureuse d'y représenter notre présidente du département, Martine Vassal. Je sais qu'elle était présente ce matin et qu'elle a pris plaisir à ouvrir cette Emerging Valley. Donc aujourd'hui, je vais m'exprimer en son nom, au nom je voudrais juste faire la présentation du département des Bouches-du-Rhône. Allez-y. Merci infiniment. Alors ensuite, j'ai Monsieur Romain Sombret, qui est le cofondateur de MCES et vice-président dans France e-sport, innovation sociale et impact. Merci d'être avec nous. Merci. Et d'avoir accepté notre invitation. J'ai ensuite Monsieur William Hertling, qui est le fondateur de Easy Dream. Merci d'être avec nous ici. Merci à vous. Et enfin, pour le côté africain, j'ai Monsieur Teddy Kosoko, qui est le fondateur de Masika Game Studio et aussi lauréat des jeunes de moins de 30 ans du magazine Forbes Afrique. Merci d'être avec nous ici et d'avoir accepté notre invitation. Alors, Madame la conseillère, je voudrais commencer avec vous, car j'ai pu comprendre que dans matière d'e-sport, le département est devenu un pionnier dans ce domaine. Et je voudrais vous poser cette question. Comment ça se fait qu'elle est considérée comme pionnier? Qu'est-ce qui a été mis en place pour qu'elle arrive à ce stade-là? Alors, on est des pionniers dans le domaine du e-sport, niveau institutionnel, bien sûr, on s'entend, puisque la présidente Martine Vassal a souhaité, au début de sa nouvelle mandature l'année dernière, créer une véritable délégation et donc déléguer un élu, en l'occurrence moi, au e-sport. Alors, pourquoi? Parce que souvent, on pense que le e-sport est réservé aux geeks. Bon, je pense qu'on peut se dire que ce n'est pas réservé qu'aux geeks et qu'au contraire, il faut qu'on ouvre le e-sport au grand public. Juste quelques chiffres, parce que c'est aussi ces chiffres qui font que les institutions s'engagent ou doivent en tout cas s'engager pour notre part dans cette pratique. En 2018, il y a une enquête qui révélait que près de 5,5 millions de Français consommaient des sports électroniques. Et en 2021, ce sont près de 7,8 millions en France et plus de 100 millions de joueurs mensuels dans le monde entier. Donc je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a des millions d'euros à la clé, on le sait, lors des championnats. Il y a des sponsors de haute volée, des stars. Et il y a même une plateforme de diffusion d'e-sport qui a été rachetée par Amazon. Donc la discipline est en passe, je pense, j'en suis même sûre, de s'imposer comme un acteur majeur du jeu virtuel. Alors il y a quelque temps, nos collègues d'MCES et d'Easy Dream le savent, le comité international olympique annonçait la possible entrée des sports électroniques aux Jeux olympiques. Et d'ailleurs, il a été créé les Olympic Virtual Series qui ont eu un grand succès lors des Jeux de Tokyo, avant le commencement des Jeux de Tokyo. Donc Fortnite, FIFA, League of Legends, finalement tous ces noms de jeux vidéo, ils deviennent familiers, y compris pour les non-geeks ou les non-initiés. Donc maintenant, c'est vrai, le département des Bouches-du-Rhône, on peut dire qu'il est pionnier dans le déploiement du e-sport, mais il est pionnier pas que grâce à l'institution, il est surtout pionnier grâce aux structures qui y sont présentes, que ce soit Easy Dream, basé à Aiguille, et je salue son fondateur, mais aussi à MCES, qui se sont finalement imposés comme des écuries solides dans le panorama du e-sport marseillais et aixois, on peut dire, et on va le dire, et francophone. Donc je pense que c'est important aussi parce que ces structures, c'est elles qui font vivre le e-sport sur notre territoire et c'est elles qui font rayonner le e-sport au niveau national et international. Et nous devons, nous, en tant qu'institution, eh bien, de les soutenir. Alors,
c'est toujours compliqué parce que ça demande de l'argent. Et vous le savez, les institutions, l'ensemble des collectivités ont un peu des problèmes d'argent. Mais en tout cas, on se doit, pour faire rayonner notre territoire et pour aussi changer les mœurs vis-à-vis du e-sport. Je le dis souvent, je pense qu'il faut on en parlait tout à l'heure, qu'on arrête de stigmatiser le e-sport. Et pour qu'on puisse développer cette pratique, il faut que l'ensemble des collectivités se mettent peut-être aussi autour d'une table pour qu'on explique exactement ce que c'est le e-sport. Ce n'est pas forcément un jeune qui passe 12 heures par jour devant son écran à jouer devant la télévision. Je pense qu'il faut que nous... aussi, voilà, il y a une réelle professionnalisation. Et d'ailleurs, le Comité international olympique disait que les athlètes du e-sport, du jeu virtuel, sont de réels athlètes avec des vraies préparations sportives, coaching, etc. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à montrer au grand public pour que le e-sport finalement arrête de faire peur. Et nous, au département des Bouches-du-Rhône, ce qu'on souhaite, c'est créer un réel lien entre, je le disais tout à l'heure à Easy Dream et MCES, créer un véritable lien entre la pratique du sport physique et la pratique du sport digital. Et par exemple, un exemple parmi tant d'autres, mais on a 4000 collégiens par an qui apprennent à faire de la voile. Grâce à l'aide du département des Bouches-du-Rhône, eh bien, on s'est rendu compte qu'en plus des cours de voile, eh bien, ils peuvent aussi s'entraîner sur Virtual Regatta, un jeu de régate. Eh bien, on s'est rendu compte que ce lien entre le sport physique et le sport digital, eh bien, ça avait un réel bénéfice sur leur entraînement ensuite après en mer, parce qu'ils apprennent d'autres techniques qui sont peut-être mieux visibles via le jeu virtuel. Donc, on voit qu'il y a vraiment un bénéfice à faire, eh bien, oui, du sport physique et du sport virtuel. Et à nous aussi, institutions, eh bien, de travailler là-dessus afin que la population, mais aussi les autres collectivités, eh bien, participent à ça et arrêtent finalement de stigmatiser le e-sport. Donc j'ai bien compris, la stigmatisation est un point important de ce que vous avez évoqué, mais il me semblait aussi qu'un élément qui mérite quand même d'être souligné, parce qu'on n'a peut-être pas des personnes qui sont adeptes dans notre audience de ce que c'est l'e-sport. Je crois que vous avez touché brièvement un petit peu cette thématique. Et je voudrais m'adresser à vous, Monsieur Sombré. Pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste réellement l'e-sport? Ouais, alors pour repartir déjà, l'e-sport, ça part du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est l'industrie culturelle et créative numéro 1 dans le monde aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires de plus de 135 milliards de dollars l'année dernière, qui représente à elle seule autant que la musique et le cinéma combinés. Donc c'est d'abord l'industrie du jeu vidéo qui explique l'e-sport. Et d'ailleurs, il y a deux pratiques. Il y a le jeu vidéo qu'on joue chacun chez soi à la maison, tout à fait. Et ça que qui est pratiqué par 35 millions de personnes en France. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Ma mère joue à Candy Crush, mon fils joue à Fortnite. Voilà, c'est très large. Et puis il y a l'e-sport. L'e-sport, c'est je joue à un jeu vidéo compétitif. Je veux gagner. Il y a des compétitions. C'est souvent des jeux en équipe. Il y a des stades qui sont remplis. Donc c'est deux choses très différentes. Et l'e-sport, dans ce panorama, on va dire, des ICC, c'est uniquement 1% du chiffre d'affaires. C'est estimé à 1% du chiffre d'affaires. Donc c'est un marché d'1,5 milliard d'euros à peu près au niveau mondial. Par contre, c'est ce qui est visible. De la même façon que Cristiano Ronaldo remplit des licenciés de la 3F, ouais. Reckless va remplir des joueurs qui vont vouloir jouer à League of Legends. Donc l'e-sport, c'est la partie visible de l'iceberg d'un marché beaucoup plus grand qu'est le jeu vidéo. Et dans le sujet qu'on a avec l'Afrique notamment, c'est ces deux sujets qu'il faut, voilà, c'est ces deux sujets qu'il faut regarder, pas seulement l'e-sport, parce que l'e-sport, si on regarde que ça va être un peu microscopique, mais c'est aussi le jeu vidéo et tout ce que l'e-sport peut permettre de générer en externalité, je dirais, éducative, de sourcing des jeunes, pour les faire venir dans des médiathèques, par exemple, Sophie le disait tout à l'heure, pour les faire venir dans des clubs de sport, pour les faire redécouvrir finalement la vie réelle, quoi, on va dire. Parce qu'ils sont souvent dans le digital, mais pas que les gamers. Bon, on aura bien compris, ce n'est pas jouer comme nous à l'époque avec sa Nintendo ou sa Sega pour faire une image derrière la télé entre copains. Il y a vraiment derrière toute une économie qu'on peut la mentionner avec des chiffres quand même qui sont quand même assez astronomiques déjà et qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Comme on l'a dit, il y a toute une filière derrière avec un multiple d'acteurs. Et donc, je voudrais m'adresser à vous, M. Hertling. Comment justement cette filière a évolué au cours des dernières années? Son poids économique, monsieur Sombré en a parlé, mais surtout aussi au niveau du business model, où ça en est aujourd'hui? En fait, moi je vais essayer de revenir sur l'histoire du e-sport. L'e-sport, c'est le premier jeu compétitif, c'est du jeu compétitif. La première compétition, c'est 1978. Ça a réuni 10 000 personnes aux États-Unis. Donc c'est pas quelque chose qui est natif. Et le e-sport, c'était avant tout du jeu vidéo de geek.
le début du e-sport, c'est les années 2000, enfin 1998 avec StarCraft. Après, il y a eu les années 2000 avec Counter-Strike. On a vu les premières équipes naître, je crois que c'est la Team AA qui est née dans les années 2000. Donc on voit commencer, mais ça existe depuis très très longtemps le e-sport. Mais on était vraiment sur du jeu vidéo de geek. Les premières équipes LDLC, c'est 2010. Après, il y a eu Gamer Origin qui est né d'ailleurs, non pas du e-sport, mais d'une passion pour Diablo qui était un jeu vidéo. Et ils ont créé Gamer Origin sur la passion de ce jeu vidéo qui a été transformé en équipe e-sport qui est bien reconnue en 2013, si je ne me trompe pas, et Vitality en 2014. Mais là, on est sur un métier de passionné de geek. On est vraiment sur du passionné du geek. On faisait des LAN, on faisait des parties entre nous. Il n'y avait pas de modèle économique. Ce qu'on voulait, c'était rêver. C'est le temps où on est Ponfétude, ceux qui connaissent bien, ou Chips et Noah, qui aujourd'hui font partie, c'est nos PPDA, quoi, de nos jours. Et est née une deuxième tranche de e-sport où on fait partie, MCES, GameWard est né en 2018, Easy Dream, on est né en 2019. Et là, on était plutôt, je vais utiliser un mot qui est peut-être pas bien, mais on est sur le business e-sport. On n'est pas des gamers. Moi, je dirige un groupe financier. Mon fils m'a poussé à créer Easy Dream. Et moi, je lui ai dit, d'accord, ok, mais c'est du jeu vidéo, comment on gagne du pognon, quoi. Aujourd'hui, il ne faut pas se dire ça. Il n'y a pas de réel modèle économique sur l'e-sport. Il y a une grosse évolution. Il y a un changement de mentalité. On en discutait avec Romain. Ça coûte une fortune. Nous, on a passé quelques années à chercher comment on pouvait associer sport et e-sport. Donc, si on prend l'exemple d'Easy Dream, aujourd'hui, Easy Dream, on a copié le PAUC qui nous a fondé. On a des coachs sportifs, on a des préparateurs mentaux, on a tout ce qui fait un club de sport de haut niveau. À la sortie, ça coûte 1 million par an. 1 million d'euros par an. Aujourd'hui, nous, Easy Dream dépense 1 million. On en discutait avec Romain, ça coûte 1 million d'euros par an. On a la visibilité d'un... C'était d'ailleurs une des questions que je vais poser. Quel budget est nécessaire? Parce que quand vous me disiez que vous avez des coachs, vous avez besoin d'infrastructures et ainsi de suite, quel est le coût total? Et vous me le dites, 1 million d'euros par an. À la sortie, les images que j'ai regardées hier soir, parce que ça me trottait un peu de pouvoir vous donner des chiffres exacts, on est à l'équivalent de visibilité d'un bas de tableau de football, d'un Clermont-Ferrand, d'un Auxerre, sachant qu'ils ont 20 millions d'euros de budget. Et nous, on a plus de visibilité qu'eux. Par contre, sur ces 1 million, on a du mal à trouver des sponsors. Alors j'ai la chance on discutait avec Romain, d'avoir un groupe financier et industriel qui sponsorise et qui aide les gamins et développe le e-sport. Mais il y a une réelle problématique, on en discutait avec Marine, où on a du mal à faire bouger les collectivités pour aujourd'hui trouver un modèle économique. Alors les premiers modèles économiques, ça va être la formation, ça va être l'accompagnement des jeunes, ça va être peut-être le sponsoring ou l'accompagnement des régions. Parce que si on se dit qu'on accompagne plus de gamins, qu'on a au moins autant de gamins, qu'on a plus de visibilité, on a autant de légitimité qu'un club de handball ou qu'un club de basket, qui eux sont financés à 80% par des subventions publiques. Voilà. Donc si on parle de modèle économique, aujourd'hui je ne crois pas qu'il y ait de modèle économique rentable en France. Okay. Je pense qu'MCES, Easy Dream font partie du top 10 des équipes françaises. On est les seuls sudistes. Je pense qu'ils sont tous concentrés à Paris. Nous, on se bat tant bien que mal pour rester en Provence. Mais des modèles économiques avec du vrai sponsoring, une vraie légitimité, de la création d'événements. Aujourd'hui, un club de handball, il a son aréna. Si on prend Aix, il a l'aréna du Pays d'Aix. Si on prend Foss Basketball, il a son terrain de basket. Bah, Easy Dream, ça, les locaux qu'on paye, quoi. Et on a 0 subvention. MCES a ses locaux à Marseille et se les paye. Et pourtant, on a 10 fois plus de visibilité qu'un PAUC ou qu'un Foss Basketball. Alors après, je reviendrai avec une autre question, parce que je trouve ça intéressant de comment passer. Alors vous avez parlé du Clermont-Ferrand à un modèle de rentable économique qui pourrait être comparable, je ne sais pas, au PSG ou au Real Madrid. Mais je voudrais revenir vers vous, monsieur Kosoko. On a vu à travers le monde, il y a comme un engouement pour l'e-sport. Quel est le constat en Afrique? Suscite-t-il autant d'engouement? Alors, l'Afrique est un continent particulier qui ne vit pas les évolutions dans le monde de la même façon. Okay. Voilà. La première chose importante à garder en tête, comme tu le définissais, c'est que l'e-sport est une petite partie de l'industrie du gaming. Et le premier problème qu'on a en Afrique, c'est que cette industrie du gaming aujourd'hui représente à peu près 1% des 300 milliards qui sont générés dans le monde. Par contre, si on prend les 54 pays africains, aujourd'hui le gaming fait face à tellement de problèmes que ça ne génère pas autant et suffisamment que c'est censé générer. Et la conséquence de ça, c'est que l'e-sport, qui pour moi est la chaîne en fait, finale de tout cet écosystème, a du mal à se développer. On a vu ces dernières années l'apparition de certains clubs
comme le club Solo au Sénégal, qui a été fortement soutenu par l'ambassade de France, qui par la suite est allé faire des compétitions d'abord au niveau régional, au Nigeria, etc., puis faire des compétitions à l'international. Mais ce sont des clubs qui sont subventionnés. Parce que l'écosystème régional, l'écosystème local n'existe pas, où c'est des amateurs qui sont là et qui jouent. Par contre, ce qui est important, c'est de garder en tête, c'est que l'e-sport, si on enlève la définition entre guillemets européenne de la chose, a toujours existé en Afrique. Alors que vu que ça a toujours été compliqué, c'est toujours le cas d'accéder à des consoles de jeux vidéo, on retrouve un peu partout dans toutes les villes des petites salles d'arcade où les gens vont se réunir, vont jouer, vont parier de l'argent ou vont participer à des petites compétitions pour gagner l'équivalent de 100, 150 euros. Ce système-là a toujours existé. La partie manquante est toujours cette partie structuration, cette partie accompagnement qui aujourd'hui n'existe que grâce à certains acteurs financiers ou certains acteurs institutionnels comme les ambassades. Vous pouvez parler d'MCS Africa par exemple? Par exemple, après, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Oui, on a monté un modèle similaire à ce qu'on fait ici, donc de formation autour des académies pour les jeunes. Et il y a beaucoup de jeux mobiles en fait en Afrique. Et on a découvert quand on est allé au Maroc que League of Legends, ils n'y jouaient pas. Pourquoi? Parce que les serveurs sont en Europe. Donc il y a aussi ce problème de position des serveurs et donc d'accessibilité en termes de connexion. Donc les Africains ne peuvent pas aujourd'hui se battre avec des Européens, même s'il y a une pépite en Afrique. Impossible qu'on la détecte. Pourquoi? On ne peut pas. Parce que sa connexion va se faire sur un serveur qui est lui basé en Europe et que il va avoir une seconde d'écart par rapport à... Donc c'est impossible aujourd'hui que des talents émergent de l'Afrique si les éditeurs de jeux ne viennent pas installer un peu ça. Par contre, il y a des jeux mobiles beaucoup plus légers, Free Fire qui est un jeu super populaire je crois, voilà, qui eux font un carton. Ils sont joués par des millions d'Africains. Moi je parle plutôt de l'Afrique du Nord là pour le coup, mais voilà, donc c'est des marchés différents et il faut les comprendre. Mais c'est aussi un moyen de s'approprier un peu une espèce d'identité, parce que je donne un exemple. Dans les jeux qu'on avait, bon, je ne parle pas ici de l'e-sport, mais quand on le voyait avec la Nintendo, on jouait à des jeux de combat comme Street Fighter, on voyait quand même aussi des mécanismes de promotion, je dirais un peu d'identité culturelle japonaise. Et c'est un bon moyen à l'e-sport d'un peu promouvoir, je dirais pas l'identité africaine, mais l'identité locale d'un pays donné. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une sorte d'appropriation de toutes les technologies et de les qui est un moyen aussi d'augmenter, je dirais, le nombre de consommateurs. Bien sûr. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que vu que les jeux produits en Europe, aux États-Unis, on ne peut pas forcément, comme tu dis, compétir au niveau international sur ces contenus-là. Aujourd'hui, on crée des contenus qui sont beaucoup plus légers, qui vont s'adapter aux réalités locales, qui vont parler à un public local, qui va plus facilement consommer ce type de contenu. On a de plus en plus de studios, parce que, en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'on a des plateformes, on crée des jeux vidéo, et on essaie aussi de structurer l'industrie. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce travail de structuration de l'industrie, on s'est rendu compte qu'on est obligé de nous orienter vers des contenus fortement locaux pour attirer les gens. Des contenus qui vont s'appuyer sur les réseaux locaux, les réseaux d'Orange et consorts qui ont un certain problème, et on est obligé de s'adapter à ça. Et on voit au fur et à mesure l'émergence d'un écosystème. Mais ça prendra du temps. Il y a encore un gap assez énorme entre la France et l'Afrique. Combien de temps, selon vos estimations, environ? En tout cas, moi, je table sur 10 ans. C'est une affaire d'une dizaine d'années, avant qu'il y ait un certain équilibre entre l'Europe et l'Afrique. On voit aussi pas mal d'investissements qui est en train de se faire sur le marché africain. Cet investissement-là, c'est tant dans les infrastructures, donc, qui est hyper important pour pouvoir accélérer, parce qu'on ne peut pas avoir des talents qui émergent et derrière ne pas avoir les infrastructures qui suivent. Il va y avoir un gap énorme. On ne peut pas non plus avoir des infrastructures et ne pas avoir de talents. On aura des infrastructures qui serviront à rien. Donc aujourd'hui, ces 10 prochaines années, le travail va être de continuer à créer, il faut beaucoup plus de création, de former des jeunes qui vont au contact aussi d'un public européen, d'acteurs européens, monter leur niveau, parce que c'est le travail. C'est pour ça que même mes sociétés sont ici en France et également dans certains pays africains pour créer ce pont. Il est vraiment important de le conserver, ce pont, sinon on va avoir un décalage. Et après, derrière, d'avoir toute la chaîne de valeur. Après, il y a un point très très important à aborder tout à l'heure, c'est la question du modèle économique. La question du modèle économique. En fait, l'un des problèmes majeurs sur le continent africain qui touche
toutes les industries culturelles et créatives, c'est la question de la monétisation. Comment réussir à générer de l'argent avec les créations donc on revient au business modèle économique, on est toujours en recherche, comment monétiser cela. Mais justement, on parle de business, de modèle économique, d'essayer de les développer, mais tous ces joueurs qui passent tout leur temps à jouer, à se professionnaliser, à donner leur temps en équipe, parfois à prendre part à des compétitions, qu'en est-il un peu de leurs revenus? Ont-ils des contrats professionnels encore? Vraiment, ont-ils la possibilité d'accès à des contrats professionnels en tant que joueurs, comme les joueurs de football ici, on parlait des Clermont-Ferrand là tout à l'heure. En fait, je pense que je ne sais pas si tout le monde sait, enfin, on discute avec Marine, je pense qu'il y a un manque d'informations sur ce que le jeu vidéo ou l'e-sport. Aujourd'hui, c'est comme si on disait je fais du sport. Non, je fais du judo, je fais du tennis, je fais du karaté, je fais du curling. Il y a des jeux vidéo, c'est du curling. Il y a des jeux vidéo, c'est du FIFA ou des autres. Mais on a exactement la même chose au niveau des contrats qu'on met en place. Alors, c'est comme je disais, depuis qu'on est rentré dans le e-sport, entre guillemets, business fait par des industries, par des industriels, avec une recherche de modèle économique, on a besoin de mettre en place. Aujourd'hui, en 2019, quand Hugo, le fondateur d'Easy Dream, mon fils, a monté le e-sport, on prenait des contrats en AE, en auto-entrepreneur, des gamins. Donc on a commencé à se dire en tant qu'industriel, mais attends, ça n'existe pas ça. Le gamin, il joue que pour nous et on a un contrat entrepreneur. Donc on a travaillé sur le contrat. Je pense que France eSport travaille dessus. Mais aujourd'hui, alors deux choses. La première chose, en fonction du jeu vidéo, il joue plus ou moins pour nous avec du temps qu'il nous donne en tant qu'image ou en tant que joueur pro. Si on prend l'exemple de Smash Bros, qui est un jeu de combat avec des joueurs qui est assez sympa d'ailleurs, qui est assez animé, nos joueurs passent 50% de leur temps dans les pays dans le monde entier. Ils étaient à Las Vegas, ils ont fait Washington, ils ont fait le Japon, et c'est des gamins qui ont une vingtaine d'années, qui ont un salaire de peut-être de 1 500 € par mois, qui travaillent à mi-temps. On a des joueurs de League of Legends, alors Romain il se moquait un peu de moi tout à l'heure, on a annoncé la remontée de Easy Dream en LFL. Alors c'est génial, on fait partie des 10 premières équipes, avec la Carmine, avec Vitality. La vérité, c'est qu'on va passer d'un budget pour l'équipe LFL de 200 000 € à 500, 600 000 €. On a des joueurs qui vont vivre à plein temps dans les locaux à 5 000 € par mois. Moi, ça me fait trembler, ça. Ça me fait trembler parce que ce sont des contrats. Par contre, ce ne sont pas des joueurs qui ne font que jouer. Ça, c'est pas vrai. Ce sont des joueurs qui font du sport. Ça, on l'avait compris, que c'est bien. Nous, on les oblige à faire un certain nombre d'heures de sport par jour. On les oblige sur l'alimentation, on les oblige dans la communication, on leur donne des cours d'anglais, des cours de français. On travaille, je crois que Romain fait pareil, sur des formations pour les réorienter dans l'après. Alors, on n'a que 4 ans, mais aujourd'hui, on a des joueurs pros il y a 4 ans qui sont devenus formateurs, d'autres qui sont devenus coachs. Et dans mon groupe, on essaie de regarder comment on peut les amener vers autre chose. Mais on a encore une fois la chance d'avoir un groupe qui permet de faire évoluer les choses et qui a un peu d'argent. Si on prend l'exemple d'autres structures de passionnés qui sont mis dans le e-sport, comment on fait pour prendre un gamin, investir de l'argent, lui donner un contrat cadre? C'est très compliqué, il y a vraiment une réelle essence. Alors je crois que la bonne question déjà, ça serait de communiquer avec nos élus sur qu'est-ce que c'est que l'e-sport, quels sont les jeux vidéo qui existent, quels sont les modèles qui existent autour de chaque jeu vidéo. Donc il n'existe pas un modèle. Si on prend l'exemple du jeu vidéo mobile, alors Easy Dream ne fait pas de jeu vidéo mobile, mais chaque jeu vidéo a son modèle économique, a sa population, a son type de contrat, son type de cible. Est-ce que vous êtes d'accord, madame la conseillère, avec ce que vient de dire monsieur Hertling sur la communication? C'est rassurer les collectivités. Et pour rassurer les collectivités, il faut qu'il y ait une réelle... nous, on a beaucoup de... On croit beaucoup en France eSport et pour nous, il faudrait que France eSport arrive à structurer l'e-sport parce que, il le disait tout à l'heure, les collectivités financent beaucoup plus facilement les clubs sportifs physiques. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des fédérations sportives derrière qui sont très bien structurées. Et je pense que pour rassurer les collectivités, il faut que France eSport aussi arrive à se structurer et structurer cette pratique pour finalement en faire une réelle pratique comme les autres. Voilà. Et je pense que ça... Je crois que Madame la conseillère. Que faire pour structurer et aussi peut-être avec moins de moyens? Parce que j'ai pu comprendre que les revenus sont encore très, très petits. Ouais. Qu'est-ce que, ici au niveau de France Innovation Sociale, vous pouvez faire, ou quelles sont les idées que vous avez sur la table pour changer la donne? France eSport, pour répondre à la question, je vais expliquer. France eSport, c'est une association qui a été créée en 2016, qui réunit les éditeurs de jeux, qui sont les rois du marché. C'est eux qui ont l'IP, c'est eux qui décident de tout.
les organisateurs d'événements et les joueurs, donc les équipes et les joueurs, etc. Donc c'est une petite association de qui on attend beaucoup, mais qui a très peu de budget, parce que nous, on attend aussi que le ministère des Sports vienne nous donner les moyens de structurer l'e-sport. Ça demande beaucoup de travail, évidemment. Donc il faut pouvoir recruter des gens, etc. etc. Au-delà de ça, je crois que ce qu'on doit faire comprendre aux collectivités, c'est l'impact que l'e-sport peut avoir. Je vais prendre un exemple qu'a fait Easy Dream, la gaming house de l'insertion, dans des missions locales. Ça participe autant, voire plus, qu'un club de sport traditionnel. Et que finalement, que le gamin court ou qu'il fasse du jeu vidéo, ce qui compte, c'est qu'à la fin, on va le mettre dans une formation qui va trouver un métier. C'est un des objectifs des collectivités. Donc, le côté, il ne fait pas de sport, vraiment, il faut qu'on arrive à passer ce niveau-là, qui n'est pas évident, parce qu'on est tous habités de préjugés, nous-mêmes, hein, je pense, toi par ton fils, moi par le mien. Hein, c'est ça que je voulais mentionner. En fait, il y a un grand préjugé, vous voulez dire, de la part des collectivités qu'il y a un frein, peut-être, plus vous écoutez. C'est pas que les collectivités, c'est générationnel. C'est générationnel. Vous avez 45 ans, plus de 45 ans, bah, vous ne comprenez pas trop ce truc de jeu en ligne, de gamins qui regardent d'autres gamins qui jouent, vous ne le comprenez pas. Et donc vous le rejetez comme toute nouveauté, quoi. Donc c'est la résistance au changement, finalement, tout simplement, qu'on affronte, pas seulement chez les institutionnels, hein, chez les privés aussi. Hein. C'est pas mieux quand on va voir des marques. Alors bon, elles comprennent un peu plus le business, donc ça va mieux, mais voilà, c'est générationnel. Mais pourtant, il y a des joueurs qui sont comme... Parce qu'on pourrait dire que l'e-sport a une tendance très jeune, mais pourtant, il y a quand même des joueurs professionnels, si on peut les appeler comme ça, qui sont d'un âge quand même beaucoup plus avancé, au-delà de 35, il n'y a pas de joueurs professionnels de 45 ans. Alors, s'il y en a peut-être un dans le monde, mais c'est quand même une génération plus jeune, entre 16, vraiment axée sur la jeunesse. Oui, plutôt jeune. Ouais, plutôt jeune. Les audiences, on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure, je crois. Pourquoi le CIO s'intéresse aux Jeux Olympiques, à l'e-sport? 51 ans de moyenne d'âge, les Jeux Olympiques. L'e-sport, 23 ans. L'Afrique, 19 ans de moyenne d'âge, je crois. Pourquoi ça marche en Afrique? Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse qui est en train de s'emparer de ce phénomène culturel et que soit on laisse passer le truc et on regarde que les mauvais côtés et on fait rien, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que souvent on nous dit, et je pense qu'on te le dit à toi aussi, ouais mais les gamins, on n'est pas là pour les faire jouer encore plus aux jeux vidéo, mais la vérité c'est que les parents sont hypocrites parce que les gamins passent leur temps devant les jeux vidéo. Donc la question c'est comment on fait pour créer des amortisseurs dans des clubs sportifs par exemple, dans des médiathèques, dans des centres sociaux, peu importe, des amortisseurs où on va encadrer cette pratique. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais les jeunes jouent de plus en plus et de plus en plus longtemps. Mais moi, ce que je trouve intéressant comme question, c'est cet aspect intergénérationnel. Et je me tournerai vers vous, M. Koseko. Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour un peu changer, je dirais, cette dynamique et cette perception de la génération, je dirais, un peu plus ancienne, si j'ose m'exprimer ainsi, envers les jeunes qui sont comme le vivier, qui sont la force du futur, des idées, et que eux construiront quelque part, il faut dire, le monde du sport de demain, qu'il soit virtuel ou réel. Il y a un réel challenge pour réussir à bâtir un pont entre les générations. Après, ça a toujours été comme ça. La génération précédente a toujours trouvé la génération suivante un peu plus conne. C'est un fait. Par contre, si on veut réussir vraiment à faire en sorte qu'il y ait une compréhension, puis du coup derrière financement, parce que derrière il y a des intérêts, il faut voir, je dirais, ces intérêts. Je discutais avec Spielfabrik, qui est une organisation basée en Allemagne qui travaille énormément pour la coproduction entre les organisations, qui donnait un peu l'approche allemande, qui disait les Allemands ils vont se poser, ils vont regarder est-ce que ça génère de l'argent ou pas. À partir de ce moment-là, s'ils se rendent compte que ça génère de l'argent, ils vont financer massivement. Et en France, on est quand même beaucoup, et encore en Afrique, ça même. En fait, la France et beaucoup de pays africains, c'est des frères et sœurs. Il y a les mêmes comportements de part et d'autre de la Méditerranée. Ça, c'est des questions que je vais aborder. Les comportements de jeu sont-ils les mêmes un peu partout? C'est pour ça que moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait ici en termes de structuration pour voir comment les adapter en fonction des pays sur le continent. Et lorsqu'on parle de bâtir des ponts entre les générations, si on prend l'industrie du gaming sans parler de l'e-sport, la France, ces 10 dernières années, a réussi quand même, même s'il y a une partie de la population qui est encore réfractaire à ça, la France a réussi à faire en sorte que le jeu vidéo soit admis, bien admis dans les foyers. Lorsqu'on voit l'évolution de la courbe des gens qui jouent, on se rend compte que ça monte de plus en plus. Chaque année, il y a de plus en plus de Français qui jouent. Il y a de plus en plus de Français qui acceptent cela. Et là où je suis d'accord avec madame, c'est que ça passe par des organisations, ça passe par des associations. Parce que si on prend le SNJV, le Syndicat national de jeux vidéo, en France, ils ont fait un lobbying énorme. Ils ont fait des travaux de communication énormes. Ils ont tellement tapé en communication que tout le monde s'est rendu compte que le jeu vidéo avait un potentiel. 2019, un déplacement au Sénégal avec le ministre de la Culture, il s'est rendu compte, il disait aujourd'hui je me rends compte que les jeux vidéo génèrent plus d'argent que l'industrie de l'automobile. Et quand tu dis ça à un Français qui se rend compte
Toyota, Peugeot, Renault, c'est un fleuron français quand même. Quand tu dis que les jeux vidéo génèrent beaucoup plus d'argent que les automobiles. Il y a combien ce chiffre? Je ne sais plus du tout. À l'époque, ça datait de 2019, mais là, j'ai plus les chiffres. Mais ça permet aux gens de se rendre compte qu'il y a un potentiel économique. Et si on parle aux gens et on leur dit les choses clairement, que si on ne le fait pas, on va, que ce soit le cas de la France, même des pays africains, mais on va se faire dépasser encore une fois par les Américains, par les autres. Avec cet angle stratégique, je pense que tout le monde va se poser et voir les choses via un angle un peu plus pragmatique. Et est-ce qu'une coopération, justement, laquelle serait nécessaire entre la France, les pays européens et l'Afrique, pourrait justement maintenir un haut degré pour contrebalancer, je dirais, cette influence américaine ou asiatique qui pourrait les dépasser? Juste parce que je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand même, pour rendre hommage aux ambassades françaises en Afrique. C'est très dynamique. Il y a une novembre numérique en ce moment, et dans toutes les ambassades de France en Afrique francophone, il y a eu des événements e-sport, jeux vidéo. Donc on a quand même, je crois, déjà des collaborations, des coopérations autour de ça. Mais à travers ces associations que vous avez citées, il serait nécessaire pour un peu, je dirais, sensibiliser un plus grand nombre de jeunes. Il y a un réveil qui se fait, en fait. Je discutais tout à l'heure avec une des directrices de l'Institut français de Dakar. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une évolution aussi qui se fait. Les gens parce que les instituts français ont été très théâtre, très poésie, très littérature. Ça a pris des années. Et ces dernières années, donc les ambassades, les instituts français, les alliances françaises se rendent compte du potentiel de la chose. Et aujourd'hui, presque tous les instituts français et ambassades de France ont des programmes par rapport au gaming, par rapport à l'e-sport. Alors là, moi, ce que je leur reproche, parce que j'aurais toujours des choses à leur reprocher, c'est le fait que toutes ces organisations travaillent un peu dans leur coin. Il faudrait un peu plus de... Parce que c'est des réseaux... Synergie, faudrait-il? Il faut des synergies. Et mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer, au travers de nos propres projets, de pouvoir les intégrer et de créer des réseaux pour que le développement d'un écosystème, par exemple, au Maroc, puisse bénéficier au Sénégal, puisse bénéficier à la Tunisie, et comme ça, voir l'émergence d'un marché très très fort qui bénéficierait tant à l'Afrique, mais aussi aux entreprises françaises. Aujourd'hui, il y a un marché qui est à côté, beaucoup d'entreprises françaises, beaucoup d'IP de ce côté-là peuvent se retrouver sur le marché africain et générer beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que c'est important d'aider en fait au développement de ces écosystèmes et de ces infrastructures. Et donc, avec l'appui aussi, comme on l'expliquait ici, Madame la conseillère, l'appui des autorités locales, publiques aussi. Il faut. En fait, aujourd'hui, grosso modo, alors, il y a l'Agence française de développement qui finance énormément, il y a l'Union européenne qui finance un tout petit peu. Côté allemand, on a le GIZ qui via Interafrica qui fait des choses. Mais il faudrait que d'un point de vue un peu plus régional, la région Occitanie, les différentes régions, puissent appuyer en fait ces organisations-là. En ce moment, il y a un événement en Afrique du Sud qui s'appelle l'Africa Games Week, et il y a une délégation française qui fait le déplacement pour pouvoir voir comment créer des synergies en fait, entre l'Afrique du Sud et certaines régions en France. Il faudra trouver un moyen, parce qu'il y a la connaissance en France, tous les problèmes auxquels les différents pays africains dans ce secteur-là de l'e-sport et du gaming font face, les pays, en tout cas la France, a fait face à ces problèmes. Et il y a toute une connaissance qu'il faudrait partager, après derrière soutenir financièrement, avec tout un ensemble de contreparties qu'il faudrait identifier, pour derrière avoir le retour. Malheureusement, le temps file à une vitesse extraordinaire. Je voudrais juste faire un petit dernier tour de table, pour vous donner en chacun 1 à 2 minutes. Parce que je pense que cette question de business model, comment le créer durablement, quels seraient les points pour vous essentiels à mettre en avant pour essayer de construire ce business durable dans le monde de l'e-sport? Je voudrais commencer par vous, Madame Possoril. Non, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Le département des Bouches-du-Rhône est volontaire, vous le savez, hein, MCES, Easy Dream et les partenaires du e-sport le savent. On est volontaire pour être un peu finalement le moteur institutionnel pour la mise en place finalement de cette pédagogie et pour inciter les autres collectivités à travailler sur ce sujet. Il faut toujours un moteur. Nous, on se propose de l'être et avec l'ensemble des acteurs du e-sport du territoire, on se propose de faire de la pédagogie avec les autres
collectivités pour faire en sorte de leur expliquer ce que c'est exactement le e-sport. Et je pense que de toute façon, sans pédagogie, c'est comme pour tout, on n'arrive à rien. Et aujourd'hui, c'est simplement un manque de pédagogie qu'il y a. Et donc, nous, on veut bien être porteur de ça pour inciter les autres collectivités à finalement rentrer dans le jeu. C'est le cas de le dire. Monsieur Hertling. Moi, je constate qu'il y a en effet une énorme problématique de connaissances et de retour. Tout à l'heure, ça me faisait bondir de dire qu'au manque d'organisation, on est capable d'avoir autant de visibilité qu'un club de foot avec un budget globalement d'1,5 million, quoi. Ou 1 million, 1,5 million avec 3 sponsors. On a des studios télé. Aujourd'hui, j'utilise Easy Dream pour de la communication. Donc c'est la communication un des points essentiels. Comment Qu'est-ce qu'il manquerait? C'est ça que je voudrais faire. En fait, c'est exactement ce que disait Marine. Moi, je constate que nos politiciens, j'allais dire, nos conseillers, nos maires, ne connaissent pas le e-sport. Est-ce qu'on n'a pas fait la démarche? Est-ce qu'ils ne sont pas venus? Mais moi, je les invite à venir voir ce que c'est qu'une académie de 1000 mètres carrés avec des gamins qui sont formés, des cours de sport, des cours d'anglais, aller sur le terrain, ils voyagent dans le monde entier, avec un budget 20 fois inférieur à un club de foot. Et pour moi, on a plus de visibilité qu'un club de foot. Donc, je peux que constater que peut-être on n'a pas fait notre travail si on attend... De communication. Si on attend de nos collectivités un retour financier, eh bien, on n'a pas fait notre travail de visibilité. Ou peut-être que les collectivités... je pense que dans le e-sport, tout à l'heure, j'ai essayé de vous retracer rapidement le e-sport. Oui, et le e-sport, c'est devenu en quelques années un vrai business model. On l'a vu, la Carmine n'existait pas il y a 1 an, ou il y a 2 ans, c'était anecdotique. Aujourd'hui, ça fait des millions et des millions et des millions d'euros. Ça remplit des salles de spectacle et ça a besoin de personne. Aujourd'hui, entre les deux, il n'y a rien. Il y a Vitality qui vient de lever 80 millions d'euros, qui dépense 30 millions par an à l'international. Et je pense que Marine ne sait même pas quels sont les jeux qui jouent dedans. Donc il y a une réelle problématique, il y a une fracture, je pense qu'il faut résorber. Une fracture énorme entre le monde réel du e-sport, même les gens dans cette salle, de savoir ce que c'est que le e-sport, ce que c'est que le jeu vidéo compétitif, quels sont les jeux vidéo. Moi, en tant que papa et en tant que gamer, quand mon fils, en 2018, il m'a dit, il était en école de commerce, il m'a dit, papa, j'arrête tout, je vais faire joueur pro. Je lui ai dit, tu vas te détendre, tu vas retourner à Schema, et ça va bien se passer, quoi. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il a raison. Et c'est lui qui m'apprend dans mon groupe industriel comment on communique, qu'est-ce que c'est que Twitch, qu'est-ce que c'est que YouTube, plus que le e-sport. Le e-sport, c'est beaucoup plus général. Et il fait avec très très peu de moyens. Un grand impact. Comment? Un grand impact. Ah oui. Voilà. Donc nous avons l'aspect pédagogique, Madame Pastorino, nous avons ici l'aspect communication. Quels sont peut-être les autres points selon vous, très rapidement, qui pourraient rendre, je dirais, ce projet d'e-sport ou ce business de l'e-sport durable? En tout cas, la pédagogie des chiffres. Moi, je suis arrivé à un niveau de ma vie dans cette industrie où je parle du juste chiffre et on montre le potentiel de l'emploi. En ce qui concerne l'Afrique, clairement, moi, ce que je dis souvent au gouvernement et d'autres, c'est que le gaming, l'e-sport et tout cet écosystème va permettre de créer tellement d'emplois qu'on n'aura plus besoin d'avoir on ne verra plus les gamins traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Et quand je dis ça, ils comprennent la chose. C'est pragmatique, c'est direct. Tout cet argent qui peut être généré et aider à développer les pays, ils sont sensibles à ça. Du coup, pédagogie des chiffres. Pédagogie, mais ici plus précisément pédagogie des chiffres. Je terminerai par vous, Monsieur Sombray. Succinctement, 1 ou 2 points. Ouais, très rapidement. Non, moi, j'inverserai en fait la question. Je pense que l'e-sport n'a pas besoin des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont besoin de l'e-sport. L'e-sport n'a pas plus besoin que ça des collectivités publiques. L'e-sport s'est créé, se développe, ça marche, ça tourne aujourd'hui. Mais les collectivités publiques ont aussi besoin de l'e-sport pour aller toucher les jeunes. Chaque politique publique, il y a des problèmes de sourcing. Les jeunes votent plus, les jeunes sont plus engagés. Le politique ne parle plus en fait à la jeunesse. C'est un moyen de leur parler. Donc j'inverse le sujet. C'est plus les collectivités qui doivent s'y intéresser parce qu'elles ont besoin de communiquer avec les jeunes. Et que c'est un moyen de faire ça avec eux. Donc sur ce point, comme un appel aux politiciens de s'intéresser plus aux jeunes, même aussi dans ce secteur de l'e-sport. Écoutez, c'est sur ce point que nous allons terminer ce débat fort intéressant. Le temps, encore une fois, fuse. Mais je voudrais remercier à vos intervenants. Mme Pastorino, merci. Merci, Monsieur King. Merci. Merci, Monsieur Kosoko et Monsieur Sombray. Merci pour votre participation. Et moi, tout ce que je peux vous dire, merci aussi à l'audience qui nous a suivis. J'espère que ce débat, qui a été court, a été assez intéressant pour vous. Moi, je vous dis, écoutez, à bientôt et une bonne suite d'Emerging Valley avec un soleil qui montre son nez à l'horizon. Je vous dis au revoir et merci. Au revoir.